Voilà donc pour George Harrison et son My Sweet Lord. On enchaîne tout de suite avec le cœur de ce podcast, c'est-à-dire Martin Scorsese, qui est actuellement, en fait quand je dis actuellement, il sera plus sur Lyon parce qu'au moment où on enregistre ce podcast, on est en plein Festival Lumière. Quand il sera diffusé, le Festival Lumière sera terminé. Mais donc Lyon aura reçu Martin Scorsese pour lui décerner donc son prix Lumière. Même si le Festival Lumière est terminé, sachez déjà que sur le site du Festival Lumière vous pouvez retrouver les conférences qu'il y a eu, ils ont une radio également qui diffuse à la fois de la musique mais aussi les interventions des différents auteurs, et il y en a un paquet, et il y a quand même des grands noms en dehors de Martin Scorsese qui sont là pendant cette semaine. C'est le 7e prix Lumière. C'est le 7e prix Lumière, voilà. Et donc un grand nom du cinéma. Alors je vais faire rapidement l'historique de Martin Scorsese. On va pas non plus faire une agiographie du réalisateur, mais tout de même c'est un des réalisateurs phares du Nouvel Hollywood. Donc le Nouvel Hollywood, c'est le courant, si on peut dire ça, cinématographique qui a émergé au début des années 70. Oui. Et c'est plutôt le milieu des années 70 dans lesquels Scorsese va faire ses films les plus réputés. Donc Taxi Driver, ce sera en 76, et c'est déjà son 7e film, si je ne me trompe pas. 3, 4, 5, 6, 7, c'est ça. Il ira ramasser la Palme d'Or en 76 avec Taxi Driver, et il va s'en suivre pour lui une décennie dorée qui va s'arrêter plus ou moins avec La couleur de l'argent, La dernière tentation du Christ, qui sont un petit peu ces grands films un peu Les Affranchis, ça presque sont... oui, c'est vrai. On peut dire jusqu'à 80. Jusqu'à 90. Allez, on va dire jusqu'à 90. Après, c'est vrai qu'il y a une petite traversée du désert pour lui entre 90 et son grand retour, en tout cas public, qui a été, j'ai plus le titre en tête et pourtant j'ai sa filmographie sous les yeux. Casino. Qui a été Casino, tout à fait. Et je pensais même en fait à Gang of New York, qui a renoué un petit peu son retour avec les grands studios, parce que c'était Miramax à l'époque qui était un grand studio qui a produit ça. Et le retour de Leonardo DiCaprio, qui viendra son nouveau De Niro. Donc, De Niro qui était son acteur fétiche. Les années 70, 80. Et depuis donc Gang of New York, il enchaîne des projets plutôt gros budget. C'est pas des blockbusters pour autant, mais c'est quand même des gros budgets, et en plus de ça souvent des bons accueils publics. Je pense à Shutter Island qui a très bien marché, Les Infiltrés, qui est un remake d'un film hongkongais. Hugo Cabret qui a vraiment très très bien marché. Et un merveilleux hymne au cinéma. Voilà. Avec Méliès. C'est ça, oui, en plus sur Méliès, ouais. Ça fera plaisir à ceux qui seront allés le voir au Festival Lumière, je pense. Ouais. Et donc son dernier film en date, qui est Le Loup de Wall Street, et j'avoue que je ne sais pas s'il a vraiment si bien marché que ça. En tout cas, il a fait grand bruit quand il est sorti, parce que c'était quand même un film assez... on aurait dit un film de Genot, hein. Ça aurait pu être un premier film réalisé par un tout jeune réalisateur. Mais quand on regarde la fin, enfin la période actuelle qui est après 2000, on se rend compte aussi qu'il a fait des films hommages au cinéma. Par exemple, il y a un film qui s'appelle Mon voyage en Italie, qui est un hommage à Rossellini. C'est-à-dire que plus il avance dans sa carrière, et plus effectivement il montre qu'il est dans un chemin. Il est une des étapes d'un long chemin cinématographique. Il ne renie jamais les gens qui sont venus avant lui. Quand il parle du cinéma, il dit que il y a deux grands cinéastes qui ont marqué tous les cinéastes, c'est Griffith et Orson Welles. Et il dit que c'est eux qui ont construit le langage cinématographique dans lequel nous vivons actuellement. Et de tous donc, les films, c'est quoi, c'est les années 20? Oui, c'est les années 20. C'est le cinéma muet. Et voilà, les années 50. Voilà, exactement. Alors, Griffith, c'est toute la grammaire des plans. Au cinéma, c'est-à-dire gros plan rapproché, plan moyen, etc. Et Orson Welles, il y a tout l'art du montage qui est derrière, et puis il y a surtout les extraordinaires. Orson Welles, c'est quelqu'un qui aime ce que aime Scorsese, c'est-à-dire le grand angle.
la découverte du grand angle qui permet à la fois d'avoir des gens très près de l'écran et un long arrière-plan. C'est-à-dire qu'il met les gens... Le grand angle, pour qu'on explique, c'est une lentille. Oui, c'est ça, c'est une lentille. C'est une lentille particulière qui permet d'avoir un premier plan et un arrière-plan très profond. Donc d'un seul coup, on met les personnages, on met les gens in situ, c'est-à-dire dans leur monde, quoi. Et c'est exactement ce que, par exemple, dans Taxi Driver, qui est le premier film qui fait connaître Scorsese, en tous les cas en Europe, hein, c'est certain. Et ben c'est exactement ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on est enfermé dans un taxi, on voit à travers le taxi, on voit ce que voit De Niro, quoi. Bon, hein, et on ne voit que par là, que par ça. Mais il n'empêche que vous voyez toutes les rues de New York, puisque le taxi il va se déplacer dans les rues de New York. Et donc il y a un long... on découvre d'un seul coup le monde dans lequel il vit, quoi, qui est à la fois un monde complètement clos. Il est enfermé dans son taxi comme dans un bunker, hein, et puis en même temps il voit toute la violence qu'il y a autour de lui, quoi. Et c'est un film en plus nocturne. Enfin, ouais. Alors sur cette vision de New York, Scorsese lui-même disait qu'il était asthmatique quand il était gosse, et donc il était à sa fenêtre et il regardait la rue. Et c'est ce qu'il nous montre dans beaucoup de ses films. Ce regard, je vous montre, à vous d'être intrigué, à vous de réfléchir. Mais Scorsese montre, mais pour moi, n'explique pas tout. Loin de là. Et il intrigue le spectateur, ce qui fait la richesse pour moi de ses films. Il a une autre technique, effectivement, il a la technique du plan très serré, parce que très souvent, il ne prend les personnages que de la taille, disons, au visage, quoi. Bon. Et puis, il a la technique de la voix off, c'est-à-dire qu'en même temps qu'il y a une réalité, qui montre une réalité, le personnage est dans la réalité, mais en même temps, il est dans sa tête, dans un monde mental. Ça, on voit bien dans Taxi Driver. J'ai des souvenirs de la voix off. Et cet art de la voix off, c'est vrai que c'est quelque chose que d'autres réalisateurs vont utiliser après. Et il le dit d'ailleurs, Scorsese dit que il pense aussi à David Lynch, qui fait la même chose, qui fait le télescopage entre le monde réel et le monde mental. Mais c'est plus voyant peut-être chez David Lynch que c'est plus un jeu chez David Lynch que chez Scorsese. Mais lui, il fait remonter, il dit qu'il admire profondément, par exemple, les premières séquences de Jules et Jim. Parce que dans les premières séquences j'allais en parler. Restons français. Il y a ça. Il y a du Truffaut, là. Il y a du Truffaut. Voilà. C'est quoi, c'est son deuxième film? Oui. C'est ça, Il y a du Truffaut dans... Oui. Il cite aussi Citizen Kane. La nouvelle vague américaine, le nouvel Hollywood plutôt américain, c'est quand même l'une des inspirations de ce nouvel Hollywood, c'était quand même la nouvelle vague française, dont Coppola et Scorsese sont pas... Mean Street, qui est le film, 2 ou 3 films avant Taxi Driver, aurait pu être un film de la nouvelle vague. Absolument. Si ça se passait pas dans le quartier de la Little Italy à New York et que c'était très américain dans les thèmes, mais au niveau formel, ça ressemble un petit peu à un cinéma assez caméra à la main et on verra ce qui se passe. Oui, c'est ça. Et on ne dit pas tout. Et on prend pas le spectateur pour un imbécile. on le force à se poser des questions et à aller aussi dans son imagination, quoi. Hein, il pose des vraies questions parce que par exemple le personnage de Taxi Driver, c'est un type qui a été complètement démoli par la guerre du Vietnam. Donc je veux dire qu'il n'est pas neutre. C'est jamais un cinéma neutre, hein, exactement comme le cinéma de la nouvelle vague montre une certaine image de la France au moment où elle est tournée, où sont tournés ces films, quoi. Est-ce qu'il y a des thèmes particuliers qui ressortent chez Scorsese qu'on peut tirer comme une espèce de généralité? Il te répondrait, tout se résume à une question, avez-vous quelque chose à dire? Qu'est-ce qu'il a à dire? Il a à dire énormément de choses sur son pays. À partir de son regard d'enfant asthmatique, effectivement, de Little Italy, il montre à la fois les excès je crois, des États-Unis, il montre aussi la violence, il montre les échecs, mais il va au-delà, parce que par exemple, dans Le Temps de l'innocence, il se sert d'un film presque historique pour montrer que, il dit, il faut rentrer dans les sentiments. Tous les gens ont les mêmes sentiments.
Et il essaie de partir, il dit je connais rien à ce monde de 1870, hein, je ne l'ai pas vécu, bien, et pour cause, mais il n'empêche que ces sentiments, qui sont des sentiments interdits, c'est un amour interdit, hein, ce film, c'est des sentiments qu'on peut connaître, que tout le monde connaît, à un moment ou à un autre. Et il dit, ce biais-là, j'ai quelque chose à dire parce que je connais ça. Et donc, je vais le mettre dans différentes périodes, hein, avec un langage cinématographique particulier que je me suis créé, quoi. Mais c'est vrai que dans Casino, par exemple, dans Casino, il montre Las Vegas. Et il montre une des images des États-Unis, cette image du jeu, sur l'argent. Hein, voilà. Bon. Est-ce qu'on peut dire que finalement il est optimiste? Je me pose cette question par rapport à Taxi Driver, justement, moi j'ai vu là il y a pas longtemps. Et je trouve qu'après toute la violence qui en effet est montrée, et l'échec aussi du personnage dans ce qu'il veut faire, dans ses rêves, il y a une fin qui est optimiste. Et il y a quelque chose dans l'être. Alors, est-ce que oui, moi j'ai trouvé. La fin optimiste, alors, je réserve. Moi oui, comme une espèce de foi dans l'homme, enfin dans l'être humain. Il y a quelque chose, puisque bon, il fait quelque chose qui finalement s'avère être reconnu. Enfin, et il se retrouve dans son intention. Enfin voilà, comment moi je l'ai vu. Et comme j'en ai pas vu beaucoup, je me suis posé la question, est-ce que il y a un message là-dedans? Est-ce qu'il y a un optimisme sur la condition humaine malgré toute cette violence? Pour moi, il dénonce plutôt les excès de l'Amérique. Oui, mais il y a les deux. De l'Amérique western, Oui, si j'ose dire, où on sort l'arme, quoi. Et on devient héros en sortant une arme. Voilà, exactement. Moi, je le perçois comme ça. Moi, Oui, mais Plutôt pessimiste. Et moi, je me suis toujours demandé, d'ailleurs, la fin de Taxi Driver, on se demande, en tout cas, moi, je me suis demandé, j'ai pas vu beaucoup, j'ai dû le voir 2 fois, je me suis demandé si, au final, il nous disait pas que Travis Baker, donc le héros, n'avait pas rêvé tout ce qui s'était passé. Je sais pas si vous vous souvenez de la fin, puis on va peut-être pas la dévoiler pour ceux qui n'ont pas vu, mais il y a une espèce de séquences qui sont assez ambiguës. C'est difficile sans raconter. Oui, surtout il y a une ambiguïté dans ce qui est raconté à la fin, notamment dans le changement de ton entre ce qui vient de se passer, des séquences assez violentes et assez intenses, et la conclusion, on se demande si finalement tout ce qu'on a vu ne serait pas un rêve, un cauchemar. Ou est-ce que le personnage ne fantasme pas cette fin? Parce que ou alors le bien contraire, sûr, voilà, bien est-ce que le sûr. personnage fantasme pas cette fin? Ouais, Exactement. Et ça c'est extrêmement intéressant parce qu'il y a d'autres films où ça se passe comme ça chez Scorsese. C'est-à-dire que il dit au spectateur que la réalité, selon l'angle dans lequel on le voit, elle peut avoir plusieurs évolutions et plusieurs sens. Et dans ce film Taxi Driver, c'est très vrai. D'un seul coup, ce personnage deviendrait un héros? Non, pas un héros. Mais qui? Moi, je reviens à mon idée, c'est qu'il y a une espèce de croyance d'espoir en la condition humaine. Moi, j'ai vu ça parce que tout n'est pas mauvais. Voilà, en gros. Moi, je voudrais insister sur un point, puisqu'on discute sur le fait que Scorsese a l'air de faire des films difficiles où le spectateur doit vraiment s'intégrer. Et alors, c'est quand même des gros succès. Mais moi, j'y vois aussi un art du récit et du suspense à créer qui est tout à fait remarquable, et sa manière de montrer New York où se situent ces autres films. C'est extraordinaire. On ne s'ennuie jamais, même si on fait pas marcher ses neurones, si j'ose dire. Dans Scorsese. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, il a un art de la rapidité du récit, donc le spectateur ne s'ennuie pas. Je pense dans New York par exemple, qui est un film splendide, c'est un film hommage aux comédies musicales, mais il y a des films de comédies musicales dans lesquels on s'ennuie parce que ça n'est qu'une suite de morceaux musicaux. Et ben là, il y a un art du récit qui est quelque chose de stupéfiant. Et en plus aussi, il choisit ses acteurs et ses actrices. Voilà. Bon, alors c'est sûr que quand on a Liza Minnelli et quand on a De Niro, d'un seul coup, il y a une telle présence que on s'accroche, quoi. Et comme Leonardo DiCaprio, dans Le Loup de Wall Street, il s'appuie énormément sur lui et sur tout ce qu'il laisse passer sans le dire.
et qui montre par simple fait d'exister. Et je crois que c'est vrai que c'est très très important, c'est cette aura des personnages sur lesquels il s'appuie, il se repose. Il dit quelque part, Scorsese, que les acteurs, il les laisse assez libres. Il a même laissé dans certains films improviser. Mais qu'en même temps, il les met dans un cadre tellement serré, c'est-à-dire qu'il les cadre tellement serrés, il les filme tellement serrés, que de toute façon, seuls des très bons acteurs peuvent être libres dans ce cadre-là. Non. Et on comprend pourquoi il tourne toujours avec les mêmes, quoi. Avec De Niro, avec Kettel, avec DiCaprio. Bon, il a eu aussi Lisa Minnelli pour les femmes et d'autres. Il a un petit groupe d'acteurs autour de lui. Hein. Alors si on avance un petit peu dans sa filmographie, puisque là on s'est bien attardé sur celle des années 70, on va dire, Taxi Driver, etc. Pour moi, après la suite, parmi ces grands films, donc il y a Raging Bull, c'est 1980, ouais. C'est une biographie en noir et blanc, mais on reste encore un petit peu dans sa manière de faire, oui. Qui est celle du nouvel Hollywood, avec une invention permanente, et surtout il a encore son scénariste, donc Paul Schrader. C'est lui qui a écrit Taxi Driver, Paul Schrader, et Scorsese a dit plusieurs fois que c'était autant, voire plus, un film de Paul Schrader qu'un film de Scorsese, parce que c'est assez autobiographique, c'est un mec assez noir et un peu fataliste. Paul Schrader, il est devenu réalisateur après et a fait quelques bons films. Mais moi, j'ai connu Scorsese, par exemple, plutôt par ses films des années 90. Oui. C'est sur la mafia, donc Les Affranchis évidemment, Casino c'est 90 encore, 95, ouais, oui. Donc Casino. Et quand on prend sa filmographie à rebours comme ça, on a l'impression que c'est pas le même réalisateur tout de même. Oui, c'est vrai. Entre Les Affranchis et Taxi Driver, par exemple, on a quelque chose qui est pas exactement oui, sa caméra s'est ouverte dans Les Affranchis. C'est-à-dire qu'il y a plus, c'est plus les mêmes utilisations des plans, c'est vrai. Et sa grammaire a changé. Non, pas sa syntaxe, disons. Mais je pense que c'est une question. Il tient énormément au montage. Hein. Le montage est pour lui un moment clé dans un film. Il n'y a pas que les rushs tournés, etc. Donc, avec Les Affranchis, en fait, ce qu'il nous montre aussi, c'est New York. C'est cette ville dans laquelle la mafia a imprimé son sceau, oui. Je veux dire. Hein, ouais. Et puis il y a ces figures de personnages dont on suit l'ascension, oui, et puis la chute. Ouais. Et alors ça va revenir dans Casino, c'est quasiment le même. Et dans la tentation du Christ aussi. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Et puis dans Le Loup de Wall Street, qui ressemble aussi un peu à ces constructions comme ça en montagne russe. Oui, je sais, il y a certaines personnes qui parlent de construction christique. C'est-à-dire le personnage prend de l'ampleur, devient extrêmement puissant et puis va chuter d'un seul coup. Est-ce qu'il y a une rédemption après? Ça c'est pas du tout sûr parce qu'en fait tout est fondé la plupart du temps sur des trahisons. Quand on regarde les films. C'est vrai. Et ça c'est terrible parce que là je pense qu'il touche quelque chose qu'il a dû ressentir très profondément et qui est comment fonctionnent ces sociétés mafieuses, quoi. On ne peut pas rester longtemps en haut. Il faut chuter. Ça s'extrapole même au-delà du coup de la mafia. Ça, dans Raging Bull, c'est un peu ça aussi. Bah oui, dans Le Loup de Wall Street, c'est pas la mafia, mais enfin, on n'est pas loin. C'est un peu ça aussi. Dans Casino, c'est exactement ce genre de truc aussi. Oui. C'est une réflexion sur le pouvoir quelque part, que ce soit à la mafia ou ailleurs. C'est le pouvoir, on le prend et on le perd. Oui. Comme ça, c'est des situations un peu extrêmes par rapport à la vie ordinaire. Et en même temps, il garde quand même une utilisation de la voix off dans certains cas. Donc on est dans le mental aussi de ces gens. Ils se construisent pour avoir le pouvoir, puis une fois qu'ils l'ont, tous délitent. Parce qu'il y a un petit grain de sable dans l'engrenage, quoi. Parce que on peut pas rester tout le temps en haut. Et puis comme si c'était une fausse ambition. Pour l'anecdote, j'ai vu que Scorsese, avant d'entrer dans ses études cinématographiques, avait failli
rentrer au séminaire. Ah oui, c'est vrai. Hein, et quand on parlait des histoires christiques, il y a quelque chose en lui, je pense, qui de fond, quoi, sur cette recherche au fond d'une fausse, enfin oui, qu'est-ce que c'est que l'ambition humaine, qu'est-ce qu'on cherche, si c'est le pouvoir, on se casse la figure, alors c'est quoi? Il y a peut-être cette question derrière tout ça. Il y a un petit film documentaire sur Scorsese où on voit ses parents et expliquer dans quel contexte il vivait, et c'est vrai qu'on voit que c'est une famille méditerranéenne où il y avait toujours beaucoup de monde dans un petit espace. Italien, là. Oui, Sicilien. Et d'ailleurs, sa maison de production s'appelle Sichelia. C'est le nom grec tout à fait. De la Sicile. Donc il y a quelque chose qui l'a profondément marqué, effectivement. Et ses parents, ils ont quand on les écoute parler, on découvre d'un seul coup que c'est grâce à sa mère aussi qu'il est devenu un passionné de cinéma, parce que comme il était asthmatique, il voyait beaucoup de films, soit à la télévision, sur un tout petit écran, soit il allait avec sa mère aller voir des films. Donc lui, il pouvait pas jouer dans la rue au foot, donc il s'est construit avec des films. Et son milieu l'a construit aussi. C'est-à-dire que ce milieu où il y avait toujours beaucoup de gens, où ça bavardait, je crois que la voix off en lui, c'est ça aussi. C'est tout l'arrière-plan qu'il a formé, quoi. Et c'est vrai que il ne renie jamais ses racines, ni de famille, ni cinématographique. Il est quelqu'un, mais pour lui, le passé, c'est quelque chose qui lui permet de se projeter. C'est pas quelque chose de lourd qui le bloque. Ça, c'est intéressant dans sa filmographie, notamment dans la toute dernière partie de sa filmographie, celle où il a commencé à prendre DiCaprio en acteur principal, où on a l'impression de voir des films de studio, en fait, des films de commande. Certains sont des films de commande, voilà. Il adore le studio. C'est ce qui me fait penser, ce qui me fait rebondir sur le fait que effectivement, il n'a pas renié ses amours cinématographiques d'enfants, qui étaient faites de films vus à la télévision. Donc on imagine des séries B, des films de studio. D'ailleurs, je crois qu'il a commencé chez Roger Corman, j'en suis pas sûr. Je crois bien qu'il a commencé à tourner chez Roger Corman, donc producteur très connu, parce qu'il a lancé tous les réalisateurs de la Nouvelle Vague à faire des films produits avec 0 francs qui étaient diffusés à minuit dans les salles de films de série B, série Z. Et le fait de le voir revenir, en plus en fin de carrière, enfin pas en fin de carrière, mais dans la dernière partie de sa carrière plutôt, à des films de studio, sans prendre une posture d'auteur, pour moi c'est quelque chose d'assez important, en tout cas de riche pour les spectateurs qui ont quand même le droit de s'amuser au cinéma tout en voyant des films d'auteur, quoi. Ah oui. Alors il dit aussi qu'il fait des films pour lui-même, mais en sachant bien qu'ils vont être regardés. Et il aime le studio, parce que alors c'est quelqu'un qui est très minutieux et qui prévoit tout dans ses plans et dans son rythme de tournage. Il n'est pas du tout comme Woody Allen qui dit qu'il arrive les doigts dans le nez, etc. Donc il a besoin de ça. Ça fait un cadre. Et il dit que quelquefois, quand il arrive et qu'il se rend compte que le décor est pas exactement comme il l'avait prévu, eh bien, il a un premier moment il est pas très content, et puis après, il va au contraire essayer de trouver comment il va utiliser. C'est-à-dire, il y a l'invention et l'imagination, même si elle est cadrée, elle est quand même toujours là. Là, je voudrais rebondir sur ce que tu viens de dire. Tu as cité Woody Allen. Et moi, effectivement, dans des réalisateurs américains très connus, très populaires en France, il y a Scorsese et Woody Allen. Il me paraît le contraire presque l'un de l'autre. Mais les deux me passionnent d'ailleurs, mais voilà, Scorsese, c'est le héros qui monte et qui va descendre. Woody Allen, c'est nostalgie sur la vie ordinaire, mais les deux peignent New York admirablement bien. Voilà. Je pensais. C'est quand même deux cinéastes de New York. Oui. Ils ont ça en commun, c'est sûr. Voilà. L'un lit à l'Italie, on n'a pas le même regard. C'est pas le même regard. Non, c'est pas le même endroit. Une interview de Woody Allen où il disait, alors c'est une interview qu'il faisait en France,
et il disait, on dit de moi que je suis le plus grand réalisateur de new-yorkais. Et il dit sauf que je trouve aucun petit à mes films. Personne ne dit je vais filmer comme Woody Allen. Par contre, tout le monde dit je vais filmer comme Scorsese. Oui. Ouais. Scorsese a une espèce de patte purement visuelle, peut-être de montage aussi, qui est montage assez violent. Oui. Et c'est vrai que Woody Allen a plus quelque chose d'ordre de l'écriture. Voilà. Puis il s'engage plus dans ses films. C'est plus personnalisé. Peut-être. Et c'est donc plus difficile à reproduire. Peut-être, ouais. Le montage de Scorsese, c'est un montage qui est extrêmement rapide, c'est-à-dire il n'y a pas de. D'ailleurs, il dit qu'il déteste la redondance. Il dit que quand on a quelque chose à dire, si on veut bien le dire, on le dit une bonne fois, et puis pas de répétition. Oui, il y a des ruptures de scène très fortes. Il y a des ruptures, alors qui sont d'une violence. Moi, j'avoue que la première fois que j'ai vu Taxi Driver, donc c'était 1 an après qu'il soit sorti à peu près, j'étais stupéfiée par cette façon de monter. Parce que on avait d'autres films où il y avait de la violence. La violence était montrée dans d'autres films, mais montrée comme ça, grâce à un montage, grâce à ces ruptures de montage. Ah ben ça, moi, c'était la première fois que je voyais ça, quand même, franchement. Là, je dois dire que d'un seul coup, en tant que spectatrice, je me suis dit, c'est quelqu'un d'autre. C'est un autre regard, c'est autre chose, quoi. C'est plus les studios d'Hollywood, c'est autre chose. Et là, il montrait. Et là, moi, je comprends pourquoi il admire la nouvelle vague française, parce que il y a aussi cette rupture avec des et pourtant, il aime en même temps le studio, mais il l'utilise pas de la même façon. Bon, peut-être, oui, dire un mot. Scorsese, Festival Lumière, ça sera passé au moment du podcast. Oui. Bon, si on veut, si ça vous a donné envie d'aller voir Scorsese, comment fait-on? Et ben on peut venir à la médiathèque. Ouais. On peut venir à la médiathèque. En tout cas, tant que le Ciné-Club ne diffuse pas de films de Scorsese, on pouvait venir emprunter. Donc on a évidemment le dernier film, Le Loup de Wall Street. Taxi Driver, évidemment, Raging Bull, on va dire que c'est ces deux grands films des années 70. Bon, Raging Bull c'est 80, mais voilà, After Hours, qui est un film purement de studio, qui ressemble pas beaucoup à du Scorsese, et donc Scorsese lui-même disait c'est un projet qui aurait été mieux mis en scène par Tim Burton. C'est pour dire un peu la différence. On n'a pas la dernière Tentation du Christ, tout simplement parce que c'est pas sorti en DVD en France, en tout cas chez nos fournisseurs, on l'a pas. Par contre, nous avons évidemment Les Affranchis. Voilà, je vais chercher le nom. Et Les Infiltrés, Shutter Island, donc de sa dernière partie des années 2000. Voilà ce que vous allez trouver à la médiathèque. C'est pas on va dire que c'est une petite partie, peut-être que ça fait peut-être 30% de sa filmographie, mais on va dire que c'est les moments importants. C'est les films importants. C'est des films importants. C'est sûr que les Affranchis et Les Infiltrés, c'est des films très importants. Il a fait également beaucoup de documentaires, notamment de documentaires musicaux. Alors oui, ça c'est vrai, on n'en a pas parlé, mais George Harrison, il en a fait aussi sur les Rolling Stones, sur Bob Dylan. Il est très attentif à la musique dans les films. Il pense que la musique, c'était un des éléments clés parce que ça fait si vous voulez, la musique, ça appelle directement à l'imagination aussi, des spectateurs, et ça permet de créer toute une atmosphère autour du film. Et dans Taxi Driver, c'est Bernard Herrmann, c'est lui qui a fait la musique. Elle est à mon avis extraordinairement. Elle colle au thème du film, quoi, et à la façon de filmer de Scorsese. Et je crois qu'il a une très grande culture musicale. Oui, c'est surtout de musique populaire, j'allais dire. Enfin, on entend beaucoup de rock, de hip-hop dans le dernier Wall Street. Et aussi par ses parents d'opéra. D'opéra, ouais. On a aussi, j'y pense, sa série Boardwalk Empire, dont il a réalisé le premier épisode de la première saison. Donc on a les 4 premières saisons de cette série qui est maintenant terminée, produite par HBO. Vous trouverez ça aussi à la médiathèque.
Bien. Ah, ça, Il y a c'est pas bien. mal. Oui, C'est bien. Oui, Des grandes représentations Et puis, de il y en son aura œuvre. probablement d'autres. On a également acheté un livre assez imposant, je l'ai entre les mains, là, qui doit faire à peu près 600 pages d'interviews, 600 pages d'interviews de Martin Scorsese par Richard Schickel, qui est un biographe assez connu du cinéma contemporain américain, voilà, qui sera bientôt disponible à la bibliothèque. Vous allez pouvoir renforcer votre connaissance sur Martin Scorsese, donc. Et ben voilà, je crois qu'on peut conclure sur Martin Scorsese. Vous avez d'autres choses à rajouter sur le personnage, sur la... si ce n'est que le ciné-club va réfléchir à programmer un Scorsese, mais pas des plus connus, parce qu'on fait attention à ce que tout le monde n'ait pas vu le film, évidemment. Quoique, parfois les personnes aiment revoir un Il y en a un film, très léger, mais que- ils comprennent d'autant mieux qu'ils revoient des choses qui les ont marqués et ils les approfondissent. Ouais, c'est Et vrai que Taxi Ça Driver, donnera lieu c'est à quand débat même au sein du le film voilà. club, ça. point qui est intéressant, mais il y en a un très léger qui n'aime pas trop, je crois, Scorsese, c'est New York, et que moi j'adore en fait, et parce que c'est un très beau film musical en plus. Ouais. Mais lui, je crois, c'est pas son favori. Bien. Je l'ai pas vu. Donc avant de conclure sur ce podcast, je voulais parler de la projection de film qui va avoir lieu le 30 octobre, vendredi 30 octobre, à l'auditorium de la médiathèque. On va projeter, donc c'est la veille d'Halloween, donc on va projeter 2 films fantastiques à cette occasion, un à 20h, un à 22h. Vous pouvez évidemment venir aux deux, ou à l'un ou à l'autre, ou l'idéal c'est de quand même faire les deux. Ce sera donc seront projetés The Conjuring, les dossiers Warren, c'est le sous-titre, de James Wan, et Jusqu'en Enfer de Sam Raimi. Alors je voulais revenir assez rapidement, vous avez peut-être déjà vu l'article qui est paru sur le site de la médiathèque, vous allez pouvoir y retrouver déjà le résumé et les bandes annonces si vous n'avez jamais entendu parler de ces 2 films. The Conjuring, c'est le 5e film de James Wan, qui est un jeune réalisateur parce il est jeune par son âge, mais The Conjuring, donc c'est quand même déjà son 5e film, et pas son premier succès, puisqu'il a réalisé son premier film, c'est Saw, si vous vous souvenez de Saw. C'est un des films d'horreur qui a lancé un petit peu cette vague de ce qu'on appelait plus tard le torture porn, c'est-à-dire des films d'horreur un petit peu premier degré et sur lesquels on s'attarde beaucoup sur les sévices dont subissent les personnages principaux. En tout cas, Saw qui reste assez axé autour de la série B et puis une histoire assez maligne et tout à fait divertissante. C'est son premier film, immense succès. Saw va y avoir des 2, des 3, des 4, je crois qu'ils sont allés jusqu'au 7 ou 8, je crois, des Saw. Mais lui n'aura participé qu'au premier. Il a enchaîné ensuite avec 2 films fantastiques, non, un film fantastique dont j'ai oublié le titre, mais qui est assez anecdotique. Il a fait ensuite un revenge movie, donc c'est le genre de film de revanche, en fait, si on traduit ça, mais qui, je crois, n'est jamais sorti en France. Il a retrouvé le succès avec Insidious, qui a été un grand film de flip, un grand film où on suit un gamin qui fait des cauchemars. On sait jamais si c'est l'histoire d'une maison hantée ou d'un gamin qui est possédé ou qui a des cauchemars. Un excellent film fantastique. Après ça, il a tourné donc Conjuring, qui lui a eu énormément de succès. C'est l'adaptation, c'est pas l'adaptation, c'est l'adaptation d'une histoire vraie en réalité, d'un couple d'officiers du paranormal qui venaient aider en fait les personnes qui avaient des maisons hantées, des possessions diverses et variées d'objets, de personnes, etc. Donc là, on a un film d'horreur vraiment très premier degré, qui a extrêmement bien marché à chaque fois chez la critique que chez les spectateurs. Donc, film de maison hantée dans lequel vous allez très probablement avoir peur, mais qui reste assez soft sur les effets. On n'est pas dans du gore, dans des choses très offensives. Donc si vous avez peur, parce que je sais que le terme film d'horreur peut rebuter ou faire peur, là on est vraiment plus dans le film fantastique, la maison hantée, les apparitions sont très suggérées, voilà. Donc vous n'aurez vous aurez probablement peur en voyant ce film, mais je pense que vous arriverez à dormir quand même le soir en rentrant chez vous. S'ensuit ensuite à 22h
le film Jusqu'en enfer de Sam Raimi. Donc Sam Raimi, c'est déjà un réalisateur plus assis à Hollywood, puisqu'il a réalisé dès les années 80 une trilogie de films, là vraiment du film d'horreur. Dans les années 80, c'était Evil Dead, grand moment de film gore et très cartoon dans l'esprit, hein. On n'est pas du tout dans du premier degré ici, et qui a un petit peu secoué à l'époque son monde parce qu'il a une manière de réaliser qui est très innovante en réalité, et puis assez libre. Et suite à cette trilogie de films d'horreur, c'était vraiment des films d'horreur, Evil Dead, il y a eu trois volets, des excellents films par ailleurs. Il a ensuite fait des films un peu plus grand public, on va dire. Il s'est porté plus vers la comédie. Il a tenté de faire un premier film de super-héros au milieu des années 90, à l'époque où on n'utilisait pas tellement d'effets numériques. Le film n'a pas du tout marché, mais en réalité, quand on le revoit maintenant, on se rend compte que c'est plutôt un brouillon pour son nouvel immense succès qui a été le premier film de la trilogie Spider-Man, qui est sorti au début des années 2000 et qui a été en fait pas le premier, puisqu'avant il y avait eu X-Men et enfin d'autres films de super-héros, mais qui a été le film qui a déclenché en fait toute la vague de super-héros qu'on subit encore aujourd'hui, parce qu'il y a eu un manque de renouvellement dans cette branche-là. Mais en tout cas, sa trilogie Spider-Man a marqué à la fois les esprits, là encore une fois les critiques et aussi le public. Ça a été des énormes succès commerciaux. Suite à la fin de cette trilogie, il a décidé de retourner à ses premières amours de films fantastiques, j'allais dire même presque potaches, mais en tout cas plutôt tourné vers la comédie. Et donc il réalise Jusqu'en enfer, un film qui est sorti en 2009. Alors j'ai oublié de dire, mais Conjuring, donc le film qui sera diffusé à 20h, c'est un film qui date de 2013, c'est très récent. Jusqu'en enfer, lui, date de 2009. Et donc c'est le retour de Sam Raimi au film fantastique et de comédie. Il aime mêler en général il y a plusieurs degrés, on va dire, de lecture à ces films. On suit ici une employée de banque qui refuse un prêt à une vieille dame qui semble pratiquer une espèce de sorcellerie ou de rite enfin ancien, vaudou, on sait pas. En tout cas, elle est prise d'une malédiction qui va l'emmener, donc comme son titre l'indique, Jusqu'en enfer. C'est un film tout à fait réjouissant. Il dure 1h30. Ça va très 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 rapide. Ça se voit très, très bien. C'est un filmé à tambour battant et le film est très drôle du début à la fin. Mais ça reste un film quand même avec des éléments horrifiques. Très cartoon. Sam Raimi a une manière de filmer. Si vous avez vu la trilogie Spider-Man, ça saute aux yeux. Hein. C'est parfois très proche du dessin animé. Alors dans un cocktail de comédie, de films d'horreur fantastique et de cartoon, ça donne quelque chose de complètement étonnant. On a, je crois, jamais vu ça à peu près au cinéma. En tout cas, c'est un film qui va vous permettre, là encore une fois, de vous endormir tout de même après cette double séance d'épouvante et de frayeur. Voilà, donc à 20h The Conjuring, à 22h Jusqu'en enfer pour une soirée, donc vendredi 30 octobre. Je tiens à signaler tout de même que les deux films seront projetés en haute définition, donc à l'auditorium, qui est quand même une belle salle avec des conditions de projection tout à fait intéressantes, et sont projetés en VF. Et par contre, les séances sont gratuites sur inscription. Par contre, interdit aux moins de 12 ans, sauf s'ils sont accompagnés par leurs parents. Dans ce cas-là, nous on se dédouane de toute responsabilité s'ils n'arrivent pas à dormir la nuit. Voilà, et ben le podcast se finit. On va se quitter avec une nouvelle page musicale. J'ai choisi un petit morceau de film d'horreur, un film d'horreur des années 70, mais un morceau qui s'écoute, un très joli morceau, tiré du film Suspiria de Dario Argento, un film italien, apparemment c'est connu, des années 70. Voilà, j'espère qu'on se verra à la séance du 30. Donc je remercie à nos intervenants du Ciné-Club qui ont pris le temps de venir discuter cinéma et de Martin Scorsese. J'ai trouvé tout à fait passionnant. J'espère qu'on vous retrouvera dans de futurs podcasts et puis qu'on vous verra
aux futures projections de films. Ah oui. Oui, bien sûr. Merci aussi à Emilien et à la médiathèque de nous avoir accueillis. Et ben, C'est bien de se faire bien peur de normal. temps en temps. Hein. Exactement. Et d'autant plus que c'est des films qui sont quand même assez voilà, de qualité. Voilà. Et ben écoutez, je vous retrouve dans 2 semaines pour un prochain podcast. D'ici là, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne après-midi suivant le jour où vous écoutez ce podcast. Et à bientôt à la médiathèque.